parler du glyphosate, des termites et de la résistance aux antibiotiques. Voilà ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler des bêta-lactamines et de la résistance, des bêta-lactamases, du glyphosate, des bêta-lactamines dans la nature, et je vais commencer par vous dire, voilà, vous oubliez tout parce que vous êtes d'une ignorance effroyable. Je vous rassure, il y a 4 ans, j'étais aussi ignorant que vous. Mais vous êtes profondément ignorant, tout ce qu'on vous a raconté est faux. Donc, comme d'habitude. Donc, vous comprenez que je n'arrive pas à discuter avec les journalistes, parce que déjà, si vous êtes totalement ignorant, vous imaginez, ou en soit les journalistes, ils sont restés au niveau de l'école primaire. J'aurais croire ça. Voilà. Donc, cette diapositive, je vous la montre pour dire que depuis très longtemps, ça c'est un travail qu'on avait fait avec Manolis, qui est en Grèce maintenant, qui est le directeur de l'Institut Pasteur d'Athènes, qui est un de mes élèves, qui est resté 15 ans avec moi. Eh bien, ici vous avez les antibiotiques, et les antibiotiques, qu'est-ce que c'est que les antibiotiques? C'est probablement, on parle avec Lorcaire, ça, le témoin du monde pré-ribosomal. C'est-à-dire c'est des peptides non ribosomaux, du polykétide, et ça utilise des aminoacides non canoniques, et donc ça témoigne de constructions protéines qui ne sont pas codées par notre génome, par les génomes. D'accord? Et donc l'hypothèse, c'est qu'il y avait un monde pré-génomique qui était un monde pré-ribosomal. Le ribosome, je ne sais pas comment Forter l'évalue, moi je pense que ça a 1 milliard d'années, le ribosome. Et je pense que avant ça, il y avait d'autres moyens de faire des peptides, et que tout a été oublié parce que le ribosome est d'une efficacité considérable, parce qu'il a restreint le nombre de peptides. C'est les usines Ford, le ribosome. Hein. C'est-à-dire que ça prend que 20 acides aminés, ça a une efficacité considérable, et ça a tué toutes les petites entreprises. Sauf les petites entreprises qui sont capables de faire à la main des choses que le ribosome ne sait pas faire, et utiliser d'autres acides aminés que les acides aminés canoniques. Et donc, si vous faites ça, vous faites ce qu'on appelle des peptides non ribosomaux, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire des choses qui ne sont pas synthétisées directement par le ribosome et qui sont assemblées par des protéines qui, elles, sont faites par le ribosome. Et ça, on le retrouve essentiellement, ça a été découvert. Le premier, c'est qu'on a découvert, mais qui existait depuis plusieurs temps. Donc, nous, notre hypothèse, c'est que ça, c'est des témoins d'une activité pré-ribosomale. C'est extraordinairement ancien. Donc, les premiers qui ont été utilisés officiellement, c'est la pénicilline, que l'on connaît tous, et puis ensuite tous les autres qui sont sécrétés à ce moment-là, connus. Donc, jusqu'à présent, donc, on disait, ces trucs-là, c'est les champignons d'un côté, et d'autre part, un certain nombre de bactéries, en particulier les Actinomyces, et ça sert, c'est l'élément majeur, ça sert dans la lutte éternelle entre les organismes. Donc on se sert de ça pour se disputer contre les organismes. Après, un des derniers antibiotiques qui a changé beaucoup de choses, c'est l'imipénène, donc carbapénène, qui est devenu la magic bullet que tout le monde utilise. Et donc quand il y a des résistances au carbapénène, c'est un très gros problème, le carbapénène existant par voie injectable. D'accord? Et donc on surveille dans le monde entier, est-ce qu'il y a une résistance à ça? Est-ce qu'il y a une résistance à ça? Il y a un grand drame national pour subventionner l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle ne veut pas payer pour les faire. Et en réalité, bien entendu, la niche de la résistance à l'imipénène n'est pas rentable, et donc si elle n'est pas payée par les impôts, en pratique, ça ne peut pas être rentable. Donc, il faut que ce soit l'État qui paye pour un truc pas rentable. Mais il faut faire croire que c'est d'une importance extrême. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, et sur la résistance à l'imipénène. Alors, une des choses sur lesquelles on a trouvé avec Pierre Contaretti, c'est les colamboles. Le colambole, c'est des petits arthropodes, tout petits, ils sont partout, ils mangent tous les déchets, et ces colamboles sécrètent de la pénicilline et des céphalosporines. D'accord? On ne savait pas ça. Pour l'instant, on était aux bactéries et aux champignons. Je ne sais pas qui c'est qui savait qu'il y avait des arthropodes qui sécrétaient des antibiotiques. Personne. Voilà. Pourquoi ils le font? C'est notre hypothèse à nous, c'est que c'était en littérature qu'on l'a retrouvé, hein, petit à petit, en essayant de comprendre. Ils se nourrissent, c'est parce qu'ils se nourrissent de champignons,
D'accord? Et on pense qu'ils sécrètent des antibiotiques pour tuer les bactéries, pour changer leur écosystème et manger les champignons. Enfin, c'est notre hypothèse. Après, donc ça c'est les bêta-lactamines. Maintenant, la résistance aux bêta-lactamines, c'est les bêta-lactamases. Alors là, c'est Wikipédia, donc c'est scolaire. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas vrai. Voilà. Et c'est pas vrai à un point qui est stupéfiant. Lisez qu'est-ce que c'est les bêta-lactamases? C'est des enzymes qui sont produites par les bactéries pour mettre la multirésistance aux bêta-lactamases antibiotiques comme la pénicilline, sulforine. Voilà. Et donc, elles sont utilisées pour traiter les infections et elles sont essentiellement sécrétées par les bacilles gram-négatifs, en particulier quand il y a des antibiotiques dans l'environnement. Voilà. Ça, c'est les bêta-lactamases. Alors, je vais vous dire ce que nous, on a fait sur les bêta-lactamases. Et donc, bien entendu, les bêta-lactamases sont un point d'intérêt extraordinaire, et en particulier l'imipenem ou les céphalosporines de troisième génération, qui sont les premiers antibiotiques de recours, les antibiotiques pour les infections graves. Et donc, si on regarde toute la théorie actuelle, je reviens sur ça après, toute la théorie actuelle est que s'il y a une résistance aux antibiotiques, quand on regarde d'où vient cette résistance, donc en particulier celle, la première des céphalosporines, s'appelle NDM, ça veut dire New Delhi. Et donc, les résistances aux céphalosporines de troisième génération et à l'imipenem viennent de la zone intertropicale. Et c'est... Alors, c'est bizarre parce que l'imipenem, on ne va pas s'en servir tous les jours. On va vous expliquer. Alors ça, vous voyez, qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a plus de résistance dans la zone intertropicale? C'est parce que c'est les cochons. Ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas faire. Et donc, c'est eux qui foutent des résistances parce qu'ils ne savent pas manier les antibiotiques. En pratique, c'est ça. Alors, dedans, c'est un truc américain. Hein, donc, ils disent c'est de la corruption, ils ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas formés, et donc c'est pour ça qu'il y a de la résistance. Voilà. C'est pour ça que ça émerge. Je vais vous demander, quand même, pour l'imipenem, pour mal gérer l'imipenem, ça ne va pas distribuer comme des bonbons, ce truc. Alors, c'est vrai que dans les pays les plus pauvres, on trouve des antibiotiques sur les marchés, mais pas de l'imipenem, quand même. C'est intraveineux. Ouais. Parce que c'est injectable. On ne va pas s'injecter ça. C'est pas vrai. Donc il y a un problème, c'est que c'est pas vrai. Alors nous, on a répondu à ça. Dites donc, vous êtes sûr que c'est lié à ça, parce que quand même, nous, on ne voit pas qu'il y a une consommation parallèle de ce type d'antibiotiques avec la résistance. C'est pas vrai. Alors, commence à sortir des études, en particulier en Afrique, sur, les bactéries résistantes. Regardez, on trouve là, chez les animaux sauvages, qui sont à la limite de Nairobi, on trouve plein de bactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération. C'est très étrange. Personne leur a injecté des trucs, c'est pas des animaux d'élevage qu'on bourre d'antibiotiques, ça marche pas. Donc qu'est-ce que c'est? Alors ils finissent par dire ils doivent manger dans les poubelles de gens qui ont jeté des antibiotiques dans la poubelle pour devenir résistants. Mais ça devient de plus en plus surréaliste quand même. C'est quand même un peu, ça commence à devenir un peu compliqué. C'est les animaux sauvages autour de zéro. Alors nous on écrit pareil, vous savez, c'est probablement pas comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose, et en particulier nous on a travaillé, c'est un autre aspect, je ne vais pas m'étendre sur celui-là ici, mais on a travaillé, il y a des gens qui ont travaillé sur des bactéries relativement anciennes, en particulier les Suédois, qui ont trouvé que les staphylocoques multirésistants, ça existait bien avant la pénicilline, puisqu'ils ont trouvé ça sur des élevages du 19e siècle. Nous, on a travaillé sur des bactéries qui ont 1,3 million d'années. Des bactéries du permafrost qu'on a revivifiées, qui sont vivantes. On a regardé leur résistance aux antibiotiques, elles ont plein de résistance aux antibiotiques. Donc la résistance aux antibiotiques, bien sûr, c'est ce que je veux dire, comme les antibiotiques, probablement 3 milliards d'années, la résistance aux antibiotiques est probablement aussi vieille que ça. Donc ça a servi à des tas de choses. Et donc l'idée que la résistance aux antibiotiques c'est né de l'usage humain des antibiotiques, c'est un anthropocentrisme qui est habituel, hein, mais malade différent. Donc on dit c'est pas vrai. Et là c'est un travail encore en Afrique où il y a différentes tribus qui sont testées chez des habitants et des animaux en Tanzanie. Et là on trouve que d'un village à l'autre, il y a des résistances qui sont complètement différentes, et en plus, c'est des gens qui n'ont jamais eu accès à ce type d'antibiotiques du tout. Donc ça pose une question. D'où ça vient aussi, on fait... et là, il y a
on fait avec Jean-Marc une revue sur les New Delhi bêta-lactamase, c'est-à-dire la première bêta-lactamase contre l'imipenem, autour du monde. Et voilà ce qu'on trouve, c'est écoutez, c'est pas vraiment corrélé, en particulier celle-là, elle est liée vraiment à New Delhi, et donc c'est pas vraiment corrélé à l'usage de l'imipenem. Donc ça pose une question, c'est qu'est-ce que c'est que ces bêta-lactamines qu'est-ce que c'est que ces bêta-lactamines? Qu'est-ce que c'est que les bêta-lactamases? Et puis nous, on trouve au Sénégal, pareil, des acinetobactères qui sont résistants à l'imipenem dans un village qui est plus c'est Djelmo Diop, dans des poux. Et donc, ce n'est pas des poux qui avaient été traités avec de l'imipenem, c'est pas vrai. Donc, il y a une autre histoire. Il n'y a pas qu'une histoire. Donc c'est la première fois qu'on trouve dans un arthropode, si vous voulez, des bactéries qui sont résistantes à l'imipenem. Alors on regarde ce que c'est que les bêta-lactamases. Alors ça c'est mon rhizome que n'aime pas Forster, mais moi je l'aime. Qui montre la représentation telle que je la vois du monde des microbes, c'est-à-dire que ce sont tous des mosaïques. Donc l'idée darwinienne d'un arbre avec un ancêtre unique, je crois qu'elle est totalement fausse. Ils sont tous des mosaïques, et c'est des mosaïques qui partagent avec leurs voisins un background de gènes ou un corps génome qui est relativement commun et qui ont été colonisés par toutes sortes d'organismes par ailleurs, et qui fait que bien sûr les eucaryotes sont un mélange de gènes, les bactéries aussi. Et donc ça, c'est le 21e siècle. Donc ceux qui sont arrêtés de lire à partir du 20e siècle ne le savent pas. Donc les premiers qu'on ait trouvés, nous, c'est les virus géants. Et puis les CPR ont été décrites, enfin, uniquement sur le plan moléculaire, ont été décrites réellement pendant le 21e siècle. Les taxonomistes se disputent beaucoup pour savoir si c'est des bactéries ou pas. Mais il y a tous les débats possibles, parce que c'est des débats virtuels de classification, c'est pas de la science, mais en tout cas ça plonge extrêmement profond, c'est extrêmement différent. C'est plein de gènes dont on ne sait pas, ça c'est des exosymbiontes, et ils vivent ça vraiment accrochés à des bactéries, parce qu'ils leur apportent, on vient d'avoir vraiment les données de ça, mais Ahmad vous en parlera, parce qu'ils sécrètent des antibiotiques qui protègent la bactérie dont ils tirent les métabolites. D'accord? Donc c'est une symbiose, elle la protège parce qu'elle sécrète des antibiotiques que l'autre n'a pas. Et puis ça, les Asgars, ça a été présenté comme étant le maillon manquant. Tout le monde pense qu'il y a un maillon manquant, ce qui est encore darwinien, le maillon manquant entre les archées et les eucaryotes. Et ça, c'est l'équivalent des CPR, c'est des mini-archées, des toutes petites archées. Et donc, qui vivent aussi en parasitisme ou en symbiose, mais cette fois-là avec les archées. Donc, et c'est chez nous des domaines très importants. Michel vous en parlera. Je crois qu'on a les premiers nano-archées chez l'homme. On a toute une collection maintenant de CPR détectés chez l'homme, et puis les virus géants, beaucoup, on a travaillé. Donc, vous voyez que toute cette dernière partie-là, tout ce qui est en dessous, là, c'est le 21e siècle. Et si vous parlez à 99% des microbiologistes, y compris ceux qui sont les plus hauts dans la hiérarchie, qui je veux dire, ils ne savent même pas que ça existe. Donc ça. Donc, je travaille avec Pontarotti, on s'entend très bien parce qu'on ne se comprend pas toujours. Donc, il y a Vivek aussi. Il y a Vivek, un personnage absolument surréaliste. Et c'est très très bien parce que du coup, il trouve des choses auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on a une oppression trop importante de notre formation scientifique pour pouvoir être originaux à certains moments. Hein. Et donc on commence à regarder, à faire de la phylogénie des bêta-lactamases. Et donc quand on commence à faire de la phylogénie des bêta-lactamases, donc on fait une grosse database avec Vivek et on finit par trouver tout un monde de bêta-lactamases que l'on ignorait complètement, qu'on négligeait complètement. Donc les bêta-lactamases, vous voyez, on est parti de c'est un truc qu'ont les bactéries, oui, c'est Wikipédia, hein, c'est vrai, hein, personne ne rit, c'est pas encore faux. C'est pas faux. Donc les bêta-lactamases, c'est un truc qu'ont les bactéries pour lutter contre les bêta-lactamines que les hommes ont créées. Voilà, ça, c'est la légende actuelle, et donc on commence à regarder là-dedans, et alors vous allez voir, on trouve alors de tout. Voilà. Dans les bêta-lactamases, en réalité, tout le monde en a. Donc,
on commence à les voir dans les archées. Alors, les archées, on sait toujours, au début, on se dit, à quoi ça sert dans les bêta-lactamases pour les archées, parce que les archées n'ont pas peptidoglycane qui fait qu'ils sont sensibles à la pénicilline. D'ailleurs, ils ne sont pas du tout, on reteste ça, ils ne sont pas du tout sensibles à la pénicilline. Donc, c'est pas ça. Donc, quand on regarde, en réalité, chez les archées, on se rend compte que l'activité chez les archées est probablement une activité essentiellement de RNase, parce que les bêta-lactamases sont des hydrolases dont le substrat est variable. Et en particulier, ça peut découper l'ARN. On va voir que ça a des conséquences absolument considérables. Ça peut découper l'ARN et ça peut découper l'acide ascorbique, par exemple. La vitamine C. Alors on trouve ça chez les archées déjà. Et puis, chez l'homme, c'est assez extraordinaire. En 1999, Youpi de l'équipe de Kounin décrit qu'il existe 19 bêta-lactamases chez l'homme, basées sur une classification phylogénique, sont métallo-bêta-lactamases, c'est le même groupe c'est le même groupe que ce qui va dégrader l'imipénène, et la plupart des personnes ne regardent si cette activité bêta-lactamase existe ou pas chez l'homme. Donc on fait ça, nous on l'exprime, et on pense trouver l'explication pour laquelle la pénicilline marche. Il faut des doses considérables de pénicilline pour traiter une infection à pneumocoque quand il est intracellulaire, parce que quand il est dans la cellule, le pneumocoque et les bêta-lactamines, les pénicillines, sont dézingués par les bêta-lactamases. Il faut des doses très importantes pour saturer les bêta-lactamases. Pareil, ces bêta-lactamases ont une activité RNase. Et d'un coup, on se rend compte que, une des ambiguïtés terribles dans la littérature, c'est que les bêta-lactamases peuvent être étiquetées bêta-lactamases, ou RNase, ou DNase, sans tenir compte de leur phylogénie. C'est le premier truc qui tombe en blast, parce qu'il y a des couillons partout, et donc si le premier blast, c'est ça, il appelle comme ça. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et donc, on regarde ces bêta-lactamases, il se pose une question extrêmement importante qui est posée avec Pierre Pontarotti, qui est attends, Pierre Pontarotti travaille beaucoup sur les transposons. Et toute l'immunité humorale, la création des anticorps est basée sur des transposons qui sont hyper variables. Et si vous devez couper ces transposons, pour avoir de la variabilité, ce qui coupe ces transposons, ce sont les bêta-lactamases, qui sont des RNases. Donc l'idée, c'est si vous bloquez l'activité de ces RNases qui coupent les transposons, vous bloquez la réponse humorale. D'accord? Et donc, pour essayer d'expliquer ça, pour essayer de corréler ça avec une activité clinique, on s'est posé la question de savoir, il y a une maladie qui émerge d'une manière très très significative dans les hôpitaux, c'est les infections avec des champignons, avec des candidats. Et donc on a corrélé, alors j'ai regardé simplement, on commence à regarder sur Google Collar, on trouve une magnifique étude japonaise, faite au hasard, en regardant quels sont les 4 ou 5 facteurs de risque d'avoir une septicémie, une phingémie, une septicémie avec des champignons. Et parmi les 4 ou 5, il y a les céphalosporines de troisième génération. Qui sont, ces céphalosporines de troisième génération, des céphalosporines qui bloquent l'activité bêta-lactamase. Qui ne sont pas sensibles à l'activité bêta-lactamase, sauf à celles qui ont des céphalosporinases. Donc on commence à faire le lien, on commence à se poser la question, et Pierre Pontarotti nous dit, mais c'est vrai qu'il y a au moins un travail d'une rocéphine, de la rocéphine, céphalosporine de troisième génération, qui bloque une activité. Il faut voir si c'est vrai que ça marche, ça, sur la bêta-lactamase RNase, qui coupe les transposons et qui génère l'activité immorale, et la réponse c'est oui. Donc maintenant on sait que, au moins au niveau du modèle expérimental, la rocéphine bloque la bêta-lactamase dont on pense qu'elle est celle qui coupe la RNase, et actuellement on est en train de tester, donc ça c'est à la fin, les bêta-lactamases, RNase et ascorbatase dans le rhizome humain, dans le rhizome de la vie, vous voyez que, en particulier chez les hommes, vous voyez, on commence à connaître leur activité, mais personne n'avait regardé si elles avaient une activité de bêta-lactamase, parce que la question de chercher des bêta-lactamases chez l'homme ne s'était pas posée. Et ce sont des bêta-lactamases aussi.
Elles ont au moins une partie d'entre elles une activité qui mange voilà. Et là, vous voyez que ça, c'est les molécules qui sont susceptibles de jouer un rôle. Et vous voyez, les céphalosporines donnent une augmentation du risque de candidémie. Et donc, vous voyez ici, il y a 3 études qui ont montré ça. Et donc, clairement, il y a quelque chose. Ensuite, il y a des études chez l'animal, nous on est en train de les refaire, en disant qu'est-ce qui se passe si on injecte des céphalosporines de 3e génération sur l'immunité humorale acquise, en particulier par les vaccins, et on voit que ça diminue l'immunité humorale acquise, et que donc la roséphine est un médicament immunodépresseur sur l'immunité humorale. Ce qui n'a jamais été dit. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui est simplement de poser la curiosité de savoir à quoi servent les bêta-lactamases, et si ces bêta-lactamases sont aussi inhibées par les médicaments qui sont anti-bêta-lactamases. Donc ça amène à une réflexion. Alors après, donc ça on a vu chez les archées, donc elles ont une activité RNase et bêta-lactamase. Ensuite, alors bien sûr, on fait tout le monde entier de nos bestioles, donc on en trouve chez les virus géants. Qu'est-ce qu'elle fiche dans les virus géants? On pense que c'est une activité RNase aussi, pour libérer de l'ARN mitochondrial. Il y a au moins une activité RNase qui a été décrite chez l'homme, qui est là pour éliminer l'RNA supplémentaire des mitochondries, de manière à libérer de la place pour le reste. Et puis ensuite, alors on continue, et donc bien sûr on a regardé dans les bactéries aussi, et toujours à la recherche, ça n'a pas été ça, mais du coup l'histoire est intéressante, à la recherche de d'où pouvait venir cette résistance à l'IPLM, on a dit on va regarder si la résistance à l'IPLM, elle ne vient pas chez les microbes qui font de l'IPLM. C'est-à-dire, c'est logique de penser que quand on fait un truc pareil auquel on est sensible, on est un mécanisme de résistance, parce que celles qui sécrètent ça, pour la plupart, sont sensibles à l'IPLM. Donc elles ont l'antipoison. C'est comme avec les virus, tu vois, elles ont l'antipoison. Et donc on trouve une bêta-lactamase qui avait une allure qui était un peu difficile à trouver, qu'il fallait trouver sur les motifs, et donc, pareil, on l'exprime, on regarde si ça marche, et ça marche, et c'est une bêta-lactamase inconnue, extrêmement particulière, parce qu'elle a une activité sur le l'IPLM, alors qu'elle a une activité beaucoup plus faible sur la pénicilline. Ce qui était la première fois qu'on voyait ça. En principe, c'est elle qui a le spectre plus large, elle fait des trucs complètement à la pénicilline, et puis un peu... Et donc, les céphalosporines, et en plus, c'est la seule qui bouffe l'IPLM. Mais elle bouffe beaucoup plus l'IPLM que la pénicilline, parce qu'en réalité, elle a une activité détoxifiante pour les bactéries porteuses de ça. Il y a 4 espèces de bactéries qui étaient connues, qui portaient ça. Voilà. Alors ensuite, pour se poser la question de savoir pourquoi il y a une modification dans l'écosystème des pays de la zone intertropicale aux antibiotiques alors qu'ils ont moins d'antibiotiques que nous, à part les antibiotiques naturels. Alors la seule chose qui est vraiment changée, qui soit un antibiotique, c'est le glyphosate. Le glyphosate est un antibiotique, et c'est un antibiotique qui a, Monsanto a pris un brevet d'activité antibiotique. Alors c'est un vrai antibiotique. Et alors ça, ce qui est prescrit du glyphosate, ça n'a rien à voir avec les antibiotiques dont vous avez entendu parler. Là, c'est des milliers de tonnes qui sont déversées dans toutes les rivières. Tous les OGM sont cultivés avec du glyphosate. D'accord ? Les OGM, on leur greffe une enzyme qui bouffe le glyphosate, qui vient d'une bactérie, d'accord ? Et du coup, vous balancez du glyphosate, ça tue toutes les autres plantes, sauf celles qui ont cette enzyme bactérienne qui sont dans les OGM. D'accord ? Et donc c'est comme ça que ça marche en pratique. Et moi je suis très content, je me suis contredit, parce que j'ai écrit une fois, mais enfin vous vous embêtez avec le glyphosate, on a fait des milliers d'études sur la toxicité du glyphosate chez l'homme, on n'a jamais rien démontré. Du coup je retourne ma veste, je suis un scientifique, et je dis attendez, ce glyphosate c'est ce qui fait la plus grande pression de sélection sur les microbes d'une manière extraordinairement importante. Et alors, ça fait non seulement pour ça une activité, donc bien sûr, quand il y a quelque chose à dire de cette nature, on l'écrit avec Jean-Marc. Et puis vous regardez, voilà, ici, ça c'est un glyphosate, ça c'est un antibiogramme avec le glyphosate. Comme ça, vous voyez que celles qui résistent, vous voyez, et qui peuvent résister à des doses extraordinairement importantes de glyphosate, vous voyez.
Et parmi les pathogènes qui nous intéressent beaucoup, parce qu'une des choses qui est très émergente de la zone intertropicale, en particulier en Inde, ce sont les Klebsiella. Et donc on voit que les Klebsiella résistent extrêmement bien au glyphosate. C'est très intéressant. Pseudomalélie. Oui, mais pseudomalélie, c'est un problème qui reste extrêmement marginal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en parallèle à ce par quoi on réfléchit, il y a des gens qui ont regardé quel était l'effet mutagène du glyphosate sur les bactéries, qui montrent que ça a un effet mutagène relativement important, et que donc, ça favorise un certain nombre de pathogènes, dont les Klebsiella, et deux, ça a un effet mutagène. Donc on est parti sur cette hypothèse, et on est allé chercher des bêta-lactamases au Sénégal. Donc on est allé au Sénégal, on a ramassé des prélèvements de terre, de termites, de chimpanzés. Alors les termites, j'avais souvenir de ma jeunesse, du fait que quand il y avait une grande discussion pour savoir si les chimpanzés, quelle était la barrière entre les chimpanzés et les hommes, ce que disait notre philosophe, il qu'on arrive à dire pour les nôtres, alors c'est l'outil, non c'est pas l'outil, parce que les chimpanzés ont des outils, et ils prennent des quilles, et ils vont mettre ça dans les termites. Il faut le faire parce que les termites, ils ont des guerriers, les termites, et ils pince, ils font des trous là pour. Donc il faut, si tu veux les manger, il faut leur faire accrocher d'abord, et après tu les manges. Voilà. Et les chimpanzés mangent beaucoup de termites. Moi j'avais appris, en particulier on avait fait une étude dans les selles de gorilles, des eucaryotes dans les selles de gorilles, on avait trouvé un nombre d'insectes absolument incroyable. On a regardé, à l'époque c'était assez peu clair que les gorilles étaient des insectivores, et on avait trouvé des insectes, et moi j'avais lu à ce moment-là que les gorilles mangent des termites quand ils sont malades. C'est un moyen, quand ils ont des diarrhées, les gorilles mangent des termites. Donc c'est extrêmement ancien. Peut-être qu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Enfin, toujours est-il qu'on a des chimpanzés qui n'ont, je vous promets que ces chimpanzés n'ont jamais reçu d'IRNM, ni de céphalosporine de troisième génération. Ils vivent dans une réserve en Afrique, dans laquelle ils ont peu ou pas du tout de contact avec les humains. D'accord ? Et donc, on va chercher là des selles de gorilles et on tombe sur un truc qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont un pourcentage de résistance qui est absolument considérable. C'est-à-dire qu'on trouve des résistances de Klebsiella pneumoniae, on en trouve dans 7 sur 13, c'est-à-dire la moitié, une résistance à la ceftriaxone et, je ne sais pas quoi, un tiers de résistance à l'imipénène. Il faut voir que c'est le double pour les céphalosporines de troisième génération et 50 fois plus pour l'imipénène, les Klebsiella, de ce que l'on a au Serchus de Marseille. Donc les chimpanzés isolés en Afrique ont beaucoup plus de résistance aux céphalosporines de troisième génération et à l'immunisation. Et ça pose quand même la question de ce qu'on dit au début, c'est juste parce que je veux bien que les gens ne sachent pas manipuler le truc, mais les antibiotiques, mais de la filer d'imipénène au chimpanzé, il y a quand même c'est vraiment de la fantaisie, c'est pas vrai, d'accord. Donc là, il y a quelque chose, ça vient de sortir. Et donc, du coup, on en trouve aussi, dans les termites. Et après, on fait du génotypage, on fait du génome, bien sûr, c'est notre manie, et on trouve qu'il y a les mêmes clones chez les termites, chez les chimpanzés, et chez les chimpanzés, manifestement, une partie de ces clones est épidémique. Donc on dit très bien, ils attrapent ça en mangeant les termites. Puisqu'on les trouve dans les termites, c'est pas les termites, c'est pas les chimpanzés qui l'ont donné aux termites, c'est les termites qui l'ont donné aux chimpanzés. C'est l'idée la plus claire. Et donc on dit, très bien, on va regarder les termites. Alors, on va prendre les termites, et puis quand on commence à travailler, on était très ignorants, mais je pense que vous êtes relativement ignorants vous aussi, donc j'ai moins honte, sur ce que sont ces termitières, qu'on appelle des cathédrales là-bas, et qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut, hein, c'est énorme. Tout ça, toute la termitière est faite de déchets que déposent les termites. Alors la manière dont ça fonctionne, enfin il y a beaucoup de termites, hein, il y a beaucoup d'espèces de termites qui ne fonctionnent pas tous pareil. Mais les termites, ceux-là, ce n'est pas les mêmes termites que vous avez chez vous. Hein. Ces termites-là, ils vont manger des plantes autour. Donc dans les plantes autour, en particulier, il y a du glyphosate. Hein. Ils vont manger les plantes et ils ne savent pas digérer ces plantes. Donc ils vont déféquer, en particulier parce qu'ils ne savent pas digérer la lignite et ils ne savent pas digérer le cellulose. Et donc la lignite et le cellulose, c'est digéré par des champignons qui sont autour. Et eux,
vont ensuite en partie manger ces champignons. Et il y a des champignonnières, donc voilà la coupe, vous voyez. Donc là c'est la chambre royale, c'est les animaux pareil, hein, sociaux, les nurseries, et là vous avez une champignonnière. Et c'est des champignons qui sont de taille, donc ils cultivent les champignons comme champignons de Paris, hein, et qui sont de taille visible, des gros champignons. Les plus gros champignons du monde sont des champignons termitières, hein, qui font 1 mètre de large. Et ça pousse en symbiose dans les termitières. Et que les choses commencent à être compliquées. Et donc on s'est posé la question de savoir si ces champignons faisaient des antibiotiques. Et c'est pas sûr qu'on ait besoin des champignons parce que tout ça, dans les débris de feuilles qui sont déposées ici, c'est bourré de colamboles. Donc à l'intérieur de ça, vous avez des colamboles qui sécrètent de la pénicilline et des céphalosporines. Ça aide probablement toute la termitière à empêcher la multiplication bactérienne. Il y a peu de bactéries qui vont résister, mais vont y résister, y compris aux céphalosporines, très bien, les Klebsiella. Et donc vous avez une pression de sélection sur les Klebsiella, d'accord, et vous avez une favorisation des Klebsiella dans la nature environnante du fait du glyphosate. Alors, très bien, là, on est allé avec Cher récolter ça, là, c'est les termites, il faut faire attention, on a été blessé hein, par des termites. Cher, Davoust et moi, vous voyez, il y a les guerriers qui sortent, au bout d'un moment, les guerriers sont attaqués, les guerriers ils ont des grosses trucs pour vous pincer, ouais. Et donc, vous voyez, on a décapité complètement une termitière, ça c'est au Gabon, hein. Et c'est une termitière, alors, vous voyez, il y a des différentes... vous voyez les champignons, là, et il y a des différentes compositions de ce qu'on appelle des meules. À l'intérieur de cette termitière, il y a des meules blanches et il y a des meules noires. Vous allez vous en foutez de la couleur des meules, d'accord, vous allez voir. On prend les meules, d'accord, on fait du jus de meule, pour une raison. Quand je discute avec nos collègues gabonais, je commence à discuter des termites, c'est un endroit dans lequel ils mangent les termites. D'accord. Et je dis très bien, vous mangez les termites, mais est-ce que vous faites des médicaments traditionnels avec des termites? On a dit sûrement un médicament traditionnel, on met toute une différence de trucs. Et puis, à la fin, une demi-heure à la fin, avant qu'on discute que je reparte du Gabon, celui qui a travaillé le plus sur ce sujet-là, et je vais revenir pour vous montrer cette diapositive que j'ai sautée tout à l'heure. Il a travaillé sur les gosses qui avaient des diarrhées. Il travaille sur les gosses qui ont des diarrhées dans un village, et même pas à Franceville, hein, dans un village. Enfin, c'est là, c'est les synthèses des données de synthèse, où il regarde le profil des résistances des bactéries gram négatives. Et il trouve dans ce village, vous voyez, la résistance, 33% de résistance à l'imipénène. Ils n'ont jamais vu l'imipénène. Jamais. Et si on compare ce village qui est en dehors de Franceville, où il y a plein de termitières, hein, à la résistance de Libreville, ce qu'ils nous ont dit, c'est que Libreville, le niveau de résistance est très bas comparé à ça. Donc c'est dans ce village-là, il y a une résistance qui est absolument considérable. C'est comparable à ce que l'on trouvait chez les champignons au Sénégal. Il y a des bactéries extrêmement résistantes à des antibiotiques qui ne sont pas d'usage dans cette zone-là. Et bien que la question de la mauvaise gestion des antibiotiques par les médecins n'a rien à voir avec cette espèce. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on discute de ça, et à la fin, donc celui qui a encadré ce travail de thèse, qui va venir chez nous pour séquencer tout ça, comme on fait d'habitude, avec Jean-Marc, eh bien, il nous dit, mais il faut que je vous dise, voilà, moi quand j'étais jeune, ma grand-mère au village, à chaque fois qu'elle était malade, elle nous faisait un bouillon de termitière. Et ça marchait très bien. Donc, c'était un médicament traditionnel, de diluer de la termitière et de boire du jus de termitière qui guérissait. Et donc, on se pose la question, mais attendez, quelle est la densité des antibiotiques dans ces termitières? Et la réponse est la réponse de la 3 jours. Ça, c'est avec Oleg. On a fait ça, vous voyez. Ça, c'est une meule blanche du Sénégal. Et vous voyez, ça, c'est le témoin négatif au milieu. Et ça, c'est les prélèvements de meules sur des microcoques qui sont ce qui nous sert en général à détecter les bactéries. Donc, le jus de termitière lui-même a une activité antibiotique
qui est celle qu'on détecte quand on regarde dans les équipes biologiques s'il y a de l'activité antibiotique. Donc il faut écouter les gens. Hein. Ils vous disent des choses. C'est comme l'histoire de l'artésinine. Il faut écouter les gens. L'artésinine, ça fait 2000 ans que les gens mangeaient ça. La quinine, c'est pareil, ils traitaient la fièvre, qui n'était pas le paludisme. D'ailleurs, au Pérou, il n'y a pas de paludisme, c'était une fièvre qui traitait avec la quinine. Donc ils font des extraits de plantes. Et là, les gens avaient découvert, probablement depuis des milliers d'années, parce que si les grands singes font la même chose pour se soigner, c'est que la notion que les termites et les termitières soignent un certain nombre de maladies est probablement extrêmement ancienne. Mais c'est pas fini. Ça, c'est la dernière truc qu'on a trouvé, c'est qu'on travaille parmi les milieux, on s'est rendu compte que personne ne s'intéressait beaucoup à la densité en sel des matières fécales. Alors, le sel des matières fécales, on a commencé à s'intéresser à ça. On trouve que c'est augmenté chez les obèses. Et puis, il y avait un problème, c'est que quand on fait des métagénomiques, on trouve plein de bactéries halophiles. Donc, on a décrit les premières archées halophiles chez l'homme. C'est facile, les archées halophiles, parce que c'est rouge. Par exemple, tous les lacs salés sont rouges à cause des archées halophiles. La couleur des lacs est donnée par les archées halophiles. Et donc on regarde, donc moi j'étais content, je me dis tiens, on a une nouvelle archée. Alors regarde, c'est pas du tout une archée, c'est une bactérie qu'on appelait IH8 parce que chez nous, et c'est un allobacillus, il est halophile. Et on regarde dans ce truc, en réalité on regarde la postériorité, on l'a déjà publié son génome, mais il est passé, l'année, on a tellement de bestioles à décrire qu'on ne la regarde pas dans le détail. Si on regarde dans le génome, en réalité, il a dans son génome antibiotiques synthesis, et monobactam et carbapénème. Et ça, il y a 8 sur 10 des gosses bien nourris, healthy, au Sénégal, qui ont ça dans les 7 mois, qui sécrètent de l'hypélème. D'accord. Et donc, quand vous regardez, alors il va falloir probablement l'induire, et vous voyez que ici, vous avez l'hémipélème. D'abord, le cercle de l'hémipélème est beaucoup plus petit que celui de la pénicilline, et vous avez à l'intérieur, comme on voit dans la résistance hétérogène ou dans la résistance induite, des bactéries qui sont résistantes à l'hémipélème. Et donc, si vous avez ça dans le tube digestif, il est bien possible quand même que vous sélectionnez assez facilement des bactéries qui sont résistantes à l'hémipélème, plus que par les injections d'un produit qu'on n'injecte pas dans les villages. Donc, ça veut dire qu'on commence à comprendre que, bien entendu, la résistance à l'hémipélème a des facteurs multiples. Quand c'est dans la réanimation des pays développés, et certains que la pression de sélection du produit joue un rôle, surtout sur les pseudomonas, cette émergence de microbes est une émergence qui vient probablement pas de cette source. Et donc, il n'y a pas de bêta-lactamase, BC déshydrolase, qui sont plus ou moins extrêmement archaïques, qui sont plus ou moins spécialisés, comme on voit de plus en plus dans les activités enzymatiques. Donc, il y en a qui sont spécialisés dans le découpage de bêta-lactamase, d'autres spécialisés dans le découpage de l'ARN, d'autres spécialisés dans le découpage de l'acide ascorbique. Et les bêta-lactamines sont des produits archaïques dont les activités sont parfaitement inconnues. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on les a trouvées pour quelque chose qu'elles ne savent rien faire d'autre. Et en particulier, les antibiotiques en général, vous voyez que ça a été un des grands bloccages. Les antibiotiques ont été utilisés d'abord pour les bactéries, avant de réaliser que beaucoup d'antibiotiques sont efficaces sur un certain nombre de virus. Il y a un passage à faire qui est extrêmement difficile parce qu'on a appris que c'était pour les bactéries et avant qu'on réalise que ça fait autre chose que les bactéries, il faut avoir une modification de sa pensée qui n'est pas spontanée. Voilà. C'est tout.